Je m'appelle Praetor, et je vais vous raconter mes aventures dans le 9e monde. En fait, je ne vais vous raconter qu'à partir d'un moment précis, qui était un tournant décisif de ma vie. Pour résumer ce qui s'est passé avant, je dirais que j'ai passé mon enfance à souffrir et la suite à fuir. J'ai fui sans relâche, jusqu'à rencontrer un peu par hasard une sorte de révolutionnaire, du nom de Céleste. Céleste m'a proposé la relative protection que permettait sa petite armée et son réseau d'espions contre des services spéciaux. Parce qu'un agent comme moi, ça peut être particulièrement utile. Je suis en effet généralement considéré comme un glaive. Glaive, c'est un terme un peu vague pour déterminer un combattant hors du commun. Il ne suffit pas d'un entraînement intensif pour devenir glaive. Il faut la plupart du temps l'intervention de numénéra, d'artefacts ou encore de bioingénierie. Je vais être clair, je n'ai pas choisi de devenir un glaive. Je peux venir à bout de n'importe quel humain normal sans mal, ce qui fait de moi une sorte de monstre, mais aussi un potentiel héros, un héros couvert de sang. En parlant de monstre, j'en ai l'aspect. Prenez un humain, ajoutez-lui quelques centimètres, donnez-lui une peau noire d'ébène, des yeux rouges sombres dans des lueurs de flammes, et me voilà, en tout cas en apparence. Mon corps est truffé de je ne sais combien de saloperies qui font de moi un glaive. Mais je m'égare. Revenons à mes aventures. Céleste est une sorte d'espionne, une révolutionnaire de la plèbe, engagée dans un combat qui, je ne vous le cache pas, ne me passionne pas tant que ça. Pourtant, je continue à lui faire confiance, toute proportion gardée, pour ne pas me jeter dans les griffes de mes anciens démons. Elle me donne le gîte et le couvert contre mes aptitudes. Ça me suffit. Me voilà qu'un jour, au bout de plusieurs mois, peut-être un an, elle me donne une mission d'escorte particulière. Je devais partir à Charmonde pour aller escorter un guide et 3 personnes dans les champs de cristal nué. Le guide était déjà sur place. Les 3 voyageurs devaient terminer une mission au préalable et nous y rejoindre. On est déduit que je n'étais pas le seul à qui elle proposait ce genre de contrat. Les champs de cristal nué ne sont qu'une sorte de désert étrange, mais un numénéra d'une importance capitale devait s'y trouver. Un téléporteur, déjà en possession du groupe, devait nous ramener à Qui avec l'artefact. Si j'avais su. J'aurais demandé de quoi fabriquer une armure lourde. Ah oui, je ne l'ai pas encore dit, mais je suis forgeron. C'est une sorte d'à côté, le reste d'une époque où je n'étais pas encore glaive. Art de la forge brillait en moi comme l'espoir d'un avenir où j'arrêterais d'étriper instinctivement tous ceux qui s'opposent à moi. Je n'ai pas eu de problème pour trouver le guide. Un homme de petite taille, bizarre, avec un accent qui venait de loin, et un chapeau bleu. Ce Isard n'arrêtait pas de parler, malgré ses problèmes avec la structure normale d'une phrase et ses intonations de charlatan. Au moins, je n'avais pas à parler pour combler les blancs. On a attendu plusieurs jours à la porte sud de la ville. Je commençais à me demander si j'étais pas tombé sur une bande de bras cassés. Les événements qui ont suivi m'ont fait sérieusement regretter d'avoir pensé ça. Ils sont finalement arrivés. Le trio était assez étrange, même pour une grande ville commerciale comme Charmonde. Ils se sont adressés à Isard et m'ont regardé avec curiosité. Le moins bizarre d'entre eux, Arcadio, avait la peau blanche, blonds yeux bleus et une cape sur les épaules. Il y avait également Thaddeus. Il portait une tunique grise qui descendait aux genoux, une cape de voyage rouge et un masque un peu exotique en forme de renard, le tout cachant entièrement ses traits. Une telle tenue avait dû lui coûter cher vu la qualité. Le dernier était le plus surprenant des 3. C'est un Viruk, du nom de Gemme. Vous ne savez pas ce qu'est un Viruk ? Moi non plus jusqu'à ce jour. Ce sont des sortes de golems humanoïdes de pierre qui marchent à 4 pattes, assez imposants et portant sur leur dos une pierre précieuse. J'aime porter à ce moment-là une longue cape toute neuve pour cacher tant bien que mal sa nature minérale. C'en était presque mignon, parce que le simple fait qu'il s'aide de ses bras pour marcher montrait immédiatement qu'il y avait quelque chose qui clochait. Dans cette équipe, j'ai senti assez rapidement qu'il y avait un ou plusieurs nanos.
Quand on rencontre un anneau, on est en général mal à l'aise. On est naturellement sur ses gardes. Un anneau, c'est une personne hors du commun, comme les glaives. Mais les nanos n'ont rarement besoin de toucher leurs ennemis. Les nanos sont ce qui se rapproche le plus des magiciens des contes pour enfants. Ils sont même utilisés de Numenera. Les plus puissants d'entre eux peuvent changer la face de régions entières par leur pouvoir. La plupart se contentent de faire léviter de petits objets, mais si Céleste était intéressé à eux, ces trois-là devaient être redoutables au combat. Ça ne m'a pas empêché de leur faire marquer leur lenteur supposée, étant donné le temps qu'ils ont mis. Thaddeus s'est rapidement emporté, avec une haine prématurée et appuyée envers Isar. J'ai gardé mon calme, mais au regard que se lançaient Arcadio et Gem, j'ai compris que je n'étais pas seul à avoir des excès de violence. Ma mission était toutefois de protéger le collaborateur de Céleste jusqu'à ce que la mission soit finie. Je commençais à me demander si une démonstration de force serait une bonne ou une extrême mauvaise idée. Isar enchaînait avec ses allures de marchand de tapis, en me prévenant que cette mission serait dangereuse. On s'en doutait. Considérant cet avertissement comme une insulte à leur puissance, Thaddeus s'est encore une fois énervé. Cette fois, j'ai répondu. J'aurais bien fait comprendre que j'ai une épée et qu'il ne fallait pas trop la chercher. C'était pour moi des inconnus, et je ne pouvais pas me permettre de risquer la vie de Isar par excès de confiance ou par laxisme. Gem s'est interposé entre moi et Thaddeus. Mais le petit vieux a dû voir quelque chose dans mes yeux, comme une petite lueur pas naturelle, qui l'a fait reculer vers Arcadio. Je commençais déjà à préférer le vieux qu'aux deux autres. Il parlait comme un enfant de 8 ans, mais son corps de pierre lui donnait probablement une force inhumaine. J'ai appris plus tard que Gem ne parlait que grâce aux efforts continus de Arcadio depuis quelques semaines pour lui apprendre à communiquer dans notre langue. Mon respect envers Arcadio augmenta alors légèrement. Concernant Thaddeus, j'étais encore hésitant. Je pensais que notre point commun, à savoir la main un peu trop proche de l'épée, ferait soit de nous un formidable duo, ou serait l'objet de constantes bagarres. Je vous avoue maintenant, avec honte, que l'idée d'avoir une occasion de se foutre sur la gueule tous les jours n'aurait pas été complètement pour me déplaire. J'ai forcé la partie glaive de moi-même à se taire jusqu'à ce que l'on rencontre une menace extérieure au groupe, pour le bien de la mission. Je valais mieux que ça. En tout cas, je l'espérais à l'époque. Le trio de voyageurs est ensuite parti profiter du marché au Numenera. Je les aurais bien suivis, mais je n'avais même pas de quoi louer une chambre une nuit. C'est Isar qui payait mes frais. Mais juste le gîte et le couvert. J'ai dépensé 3 chines sur les 5 que j'avais pour acheter une ration de plus. Il me manquait des rations pour le voyage qui devait durer une semaine environ. Pendant que les autres s'achetaient des cyphers, il fallait que je fasse avec ce que j'avais. À l'auberge qu'avait choisi Isar, j'ai commencé par faire l'inventaire de mon équipement dans ma chambre. L'auberge était bien évidemment à la hauteur de la bourse du guide, soit beaucoup trop luxueuse. J'avais 2 cyphers. Les cyphers sont des Numenera particulièrement utiles, en général, mais à usage unique. Si on en porte trop, ils risquent d'interagir entre eux, on ne sait pas trop comment et de faire des trucs bizarres. Des fois, ça explose. Moi, je me limite à 2 en même temps. L'un des cyphers était un gant qui oblige celui qui est touché à dire la vérité à celui qui le porte pendant environ 1 minute. Ne me demandez pas comment ça marche, je n'en sais rien. Le deuxième se présente sous la forme de gouttes pour les yeux qui donne une vision thermique pendant un temps limité. Je possédais également des petites curiosités Numenera. Un pantalon qui garde chaud et un chapeau qui peut disparaître sur commande et revenir quand il veut. Le chapeau était parfaitement inutile. Il restait dans mon sac. J'espérais vaguement qu'il pourrait être distrayant lors d'un tour de garde un peu trop long. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Mes outils de forgeron, bien sûr. Des torches, de quoi escalader, des cordes, clous, marteaux. Des brilleurs. Ce sont de petits Numenera qui font de la lumière, mais cela n'allait pas durer plus d'1 heure allumée. Et mon armure, une brigandine simple, mais qui me suffisait.
Et pour finir, mes armes. J'avais évidemment une petite dague dissimulée, mais surtout une lourde épée que j'accrochais dans mon dos avec un fourreau que j'avais forgé exprès. La plupart des gens n'accrochent leur épée dans le dos que pour les voyages, parce que ce n'est absolument pas pratique à dégainer. Mais je pouvais me permettre de la garder comme ça en permanence. Ma deuxième arme était une arbalète à répétition de simple facture. Le chargeur de 5 carreaux était pour moi le principal atout de cette arme. Le lendemain matin, Isar m'a envoyé chercher un anéant, une grosse bête de somme sur 2 pattes. J'ai mis mon sac et celui d'Isar sur le dos de la bestiole et dans les poches latérales, puis on est enfin sorti de la ville quand les autres nous ont rejoints. Les premiers jours étaient particulièrement inintéressants. La route s'étendait au loin sur des kilomètres, entre les champs et les plaines. Je me suis permis quelques regards nostalgiques à les contreforts de la chaîne de montagnes de Riage Noir, qui emplissait l'horizon à l'est. Ça m'a rassuré quand j'ai vu que les tours de garde étaient une habitude pour tout le monde. Isar connaissait bien le chemin, donc on a pu trouver un pont pour traverser le Dîme sans faire de détour. Une fois le cours d'eau passé, nous étions à la frontière des champs célestes de cristal nué. Le changement de paysage était d'abord subtil. L'air était plus sec et vif. Le sol de plus en plus rocailleux. Le paysage plus écorché. Des rocs brisés qui s'élevaient vers le ciel en arêtes brusques. Les blés et les hautes herbes ont laissé la place à quelques rares arbres desséchés par le désert et l'aridité du ciel. Puis nous avons commencé à remarquer de petits cristaux qui semblaient pousser à même la terre. De petits massifs qui semblaient sortir de nulle part et sans raison, tels les buissons épineux que l'on croise dans d'autres déserts. En pénétrant dans le cœur de ce désert, d'étranges mages de roches cristallines se sont montrés à l'horizon. Immobiles, ces monolithes brillant dans les rayons du soleil volaient au-dessus du sol. Certains étaient de la taille d'un manoir et lévitaient jusqu'à 30 mètres. D'autres n'auraient pas pu accueillir notre bête de somme. Ces merveilles géologiques du 9e monde, d'envergure et d'altitude aléatoire ajoutaient au chaos de ce paysage désolé. Les champs célestes de cristal nué, c'est quelque chose qu'il faut voir, mais pas s'y attarder. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, des créatures y vivent, errant au milieu des cristaux iridescents. Bien que nous n'avions pas été attaqués, un voyageur seul n'aurait probablement pas passé un bon moment. Isar nous a soudainement arrêtés devant une faille dans le sol. Nous étions arrivés. L'objet de notre mission, un artefact générateur d'énergie, se trouvait quelque part là-dedans. Au dire de notre guide, personne n'en était revenu vivant. C'est donc là qu'il s'arrêtait. Une telle lâcheté n'était pas pour plaire à notre fougueux Thaddeus. Les nombreuses cordes d'escalade, certaines en matériaux synthétiques, attestaient des nombreux échecs précédents. Ma mission était à l'origine de servir de garde du corps au contact de Céleste. Mais la réussite de la mission des autres agents était vitale. Isar est parti, je suis resté. Nous allons commencer par vérifier l'état des cordes et estimer la profondeur du trou. J'ai lancé une torche au fond. Les parois irrégulières n'étaient pas particulièrement abruptes, mais descendaient sur 30 mètres. Hélas, on s'est coordonnés comme des manches. Avec le vieux en plus qui risquait de casser les cordes, on a fait ça n'importe comment. En ce qui me concerne, ce n'était tout simplement pas ma journée. Vous allez comprendre pourquoi. À la moitié de la descente, on s'est pris les uns dans les autres. On a tous un peu morflé sur les 15 mètres de chute et de glissade.
On a décidé d'un commun accord de prendre le temps de récupérer un peu avant de sortir de cette activité poussiéreuse et pleine de sable. Ça commençait bien. Je suis passé devant, l'un de mes 3 brayeurs activés. J'étais apparemment le seul qui avait vraiment de la lumière sur soi. Étant donné que nous étions à la recherche d'un numénéra, on pouvait s'attendre à des pièges. Mon cipher de vision thermique aurait été bien utile pour voir une plaque de détection ou autre fourgonne. On a avancé aux aguets plusieurs minutes dans le tunnel. J'aime juste derrière moi. J'ai aperçu quelque chose près du sol. En y regardant de plus près, c'était un mince câble métallique, tranchant comme un rasoir. Je ne suis pas sûr qu'on armure m'aurait protégé contre ça. J'ai voulu le couper, mais ma dague ne l'a même pas entaillé. Arcadio a essayé de le brûler avec sa bougie. Il aimait bien cette petite bougie. Mais bon, ce n'était clairement pas suffisant. Jem a essayé à son tour, avec une subtilité très appréciée. Il a sorti un long manche, l'a bidouillé, et un fer de hache s'est formé en un instant. Ce n'était pas du fer justement, mais plutôt une sorte de glace générée par le numénéra. Jem a tapé un grand coup vertical, qui a immédiatement eu raison du fil. Et moi qui avais sorti ma dague, ce n'était décidément pas mon choix. J'ai repris la tête. Juste après ce fameux câble, le couloir s'ouvrait dans une salle assez large. Et à ce moment-là, on a compris l'origine du câble. La pièce en était remplie, disposée en toile d'araignée sur toutes les parois. Un véritable nid d'acier. J'ai sorti mon épée, et avec raison. Les araignées nous ont laissé avancer avant de nous sauter dessus depuis le plafond. J'ai tout juste eu le temps de me décaler et de prévenir les autres. Elles étaient 4, comme nous. Elles devaient faire au moins 1 mètre de large chacune. Bien sûr, ce n'étaient pas des araignées géantes ordinaires. Leur toile était de métal, et elle aussi. Tout le monde a réussi à esquiver son araignée attitrée. Jem a tapé dessus comme une brute avec sa hache de vive glace. Et la bestiole a encaissé sans trop de soucis. Arcadio a balancé une décharge d'énergie sur la sienne. Je me doutais bien qu'il y avait un anneau dans la bande. Thaddeus, en revanche, a sorti un bouquin. Je n'avais jamais vu ça. Il a vraiment commencé à bouquiner pendant qu'une bestiole géante le chargeait. Et qu'est-ce qu'il lisait vite? Il nous a gueulé qu'elles étaient en métal vivant, ça on l'avait deviné, et qu'il fallait pas se faire mordre. Ça aussi on l'avait deviné. Mais à ce point, Jem s'est fait mordre juste après. Et il a beau être en pierre, ça n'a pas empêché l'arachnide de lui injecter ses fils en métal dans la jambe. Sa jambe s'est carrément allongée sous la pression des câbles à l'intérieur. Thaddeus s'est fait mordre lui aussi, mais la bestiole n'a pas eu le temps de lui remplir les veines. Arcadio ne s'est pas fait avoir lui, mais il a eu beaucoup de mal à se concentrer pour utiliser ses pouvoirs. Moi, l'araignée qui voulait me bouffer ne m'a pas seulement mordu. Elle s'est jetée sur moi. L'armure a presque encaissé tout le choc à ma place. Par contre, je suis tombé comme une masse dans les toiles d'un coin de la salle. Et puis j'ai senti un truc bizarre dans ma jambe, juste avant de la sentir exploser. J'avais rarement eu aussi mal que ce jour-là. Ma jambe n'a pas réellement explosé, heureusement, mais elle s'est remplie avec de l'acier. C'est comme si on avait voulu remplacer mes os par des couteaux en les enfonçant très fort. J'ai également pu tester la sensation d'être une mouche, prise dans le piège dans une toile et qui ne peut pas se dégager. Sauf que pour le coup, les toiles m'ont aussi coupé de partout. Je me suis fait arracher des petits bouts, sur tout le corps, rien qu'avec la chute. Me sortir de là a été une vraie torture. Jem a gagné tout mon respect et ma reconnaissance en s'interposant entre mon araignée et moi. Surtout que la sienne le suivait encore. Il les a bloqués suffisamment longtemps pour que je me dépêtre de ce tas de câbles. Il en a aussi profité pour leur rendre coup pour coup. Concernant Thaddeus, il m'a semblé l'entendre s'énerver. En tout cas, il a illuminé toute la salle avec un éclair qui a enfoncé une araignée dans le sort tellement fort qu'elle a éclaté. 1 sur 4. Il s'est retourné vers Jem et en a atomisé une autre dans la foulée. 2 sur 4.
Il y a des avantages à se battre aux côtés de Nano. D'ailleurs, Arcadio s'est fait mordiller, mais a eu plus de chance que Gem et moi. Et a malmené avec ses pouvoirs une des araignées qui attaquait Gem. Thaddeus a pivoté sur place pour ouvrir en deux d'une grosse décharge l'araignée d'Arcadio. 3 sur 4. Je voulais me venger sur Edan. J'avais méchamment morflé, et elle aussi. Ce n'était pas une bonne idée. Je me suis appuyé sur ma jambe blessée en frappant à l'épée de toutes mes forces. Les fils tranchants à l'intérieur m'ont tout déchiré au passage. Ce n'était pas beau à voir. J'ai juste réussi à attirer son attention. Elle a bondi vers ma tête, les mandibules écartées. J'ai eu le réflexe de la bloquer avec mon avant-bras. J'aurais mieux fait de parer à l'épée, parce qu'elle en a profité pour injecter une deuxième dose de tôle métallique sous la peau. Là, je me sentais pas très bien. Gem a fini de découper l'araignée à coups de hache. On a fait une petite pause, le temps de souffler un peu. Gem et Thaddeus m'ont soigné un peu pendant que je récupérais. J'en ai profité pour récupérer un peu de cette toile d'araignée. J'espérais pouvoir utiliser les propriétés tranchantes de ce matériau pour forger un objet ou une arme qui changerait la donne. Outre le fait que ces bestioles m'avaient sacrément fait mal, j'étais frustré de ne pas avoir réellement participé à ce combat. De plus, je me sentais redevable de Gem. Par conséquent, j'ai encore une fois pris la tête avec mon prieur. La grotte continuait en petit tunnel, la roche naturelle laissant place à la pierre taillée. On arrivait dans une de ces ruines d'un autre temps. L'entrée s'effectuait par une petite antichambre. J'étais méfiant. 2 portes en cintre translucide s'ouvraient lorsque je me suis approché. Sans surprise, les inscriptions au mur m'étaient complètement étrangères. J'entrai prudemment, laissant les autres passer avant d'ouvrir la deuxième porte. Gem, qui était juste derrière moi, n'a pas eu le temps d'entrer. La porte s'est reformée en un instant. Des bras mécaniques sont sortis des murs en pointant dans ma direction. Ça s'allumait en rouge de partout et une voix nous a annoncé qu'il fallait pas rester là. En tout cas, comme on comprenait pas un mot de ce qu'elle disait, on en a conclu que ça s'annonçait mal. Je ne frappais pas assez fort pour détruire les appendices qui sortaient de tous les côtés. Que ce soit à cause des matériaux de construction ou de ma blessure. Mais je n'allais pas laisser les bras de l'antichambre m'arracher les miens. Mon épée rebondissant inutilement sur la porte qui me séparait des autres, j'ai foncé vers la porte opposée. Gem a réussi à briser la porte avec sa subtilité habituelle et a eu plus de succès que moi avec les bras. D'un grand coup vertical, j'ai bousillé le panneau de commande mural. Les portes se sont ouvertes. Tout système s'est arrêté tout seul. J'avais visiblement cassé quelque chose. Arcadio et Thaddeus sont entrés à leur tour. Les Numenera sont une des spécialités des nanos. Ils ont donc naturellement essayé de comprendre pourquoi des bras sortaient des murs. Après une étude aussi complète que possible sur une technologie aussi ancienne, il s'est avéré que ce n'était pas une salle de suicide, mais que les bras étaient alimentés par des tuyaux remplis d'un liquide bleu au pouvoir de guérison fabuleux. Comme j'ai tout cassé, on n'a pu en récupérer que quelques fioles. J'ai utilisé la mienne, un peu déçu. J'aurais pu être comme neuf si je n'avais pas réagi d'instinct. J'ai enfoui ma rage contre ceux qui ont fait de moi un glaive, et j'ai marché droit vers la salle suivante. La pièce s'étendait tout en longueur face à nous, sur plus de 30 mètres. On devait faire à peu près 15 mètres de large. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière et de sable. Des pans de murs s'étaient écroulés sous le poids des millénaires. Une grande fracture béante séparait la pièce en deux. Ça et là, il restait ce qui pourrait s'apparenter à des bureaux. Peut-être que l'endroit était en son temps un grand centre administratif. Un couloir partait de chaque côté, un à droite, l'autre à gauche. On a fouillé la pièce. Ce genre de lieu pouvait grouiller de ciphers et autres artefacts. On a tout juste réussi à accumuler 16 fines, à nous 4. Quand on a réparti entre nous, Thaddeus avait perdu sa bourse.
Après un rapide résumé des événements précédents, on a compris qui était le responsable. Isar. Ce salaud avait mal choisi sa victime. Thaddeus ne l'aimait pas déjà beaucoup, et en voyant sa colère sur le moment, l'idée que Isar allait rapidement envier le sort des araignées si on le recroisait m'a fait doucement sourire. C'est alors que nous nous apprêtions à reprendre l'exploration que nous l'avons entendu. Un horrible cri de souffrance d'un être supplicié, quelque part dans ces tunnels souterrains.